Bonjour à tous et bienvenue à Voix de fait, spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir d'accueillir le CDH avec Alketa Selimaj. Bonjour. Ahmed Elkanous. Bonjour. Et Jean-Yves Kitantou. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on va commencer par les dames. Vous êtes donc candidate à la Chambre, vous êtes 5e à la Chambre. Quels sont pour vous vos engagements principaux et si vous pouvez vous présenter un peu à nos téléspectateurs. Alors je m'appelle Alketa Selimaj, donc je suis sur la liste CDH à la place numéro 5 au fédéral. C'est la première fois que je me présente à ce niveau. J'ai été élue en octobre dernier conseillère CPAS ici à Koekelberg. Et donc, je me présente pour la première fois et mes priorités, entre autres, c'est vraiment l'égalité homme-femme. Je pense que, voilà, autant que femme, on le ressent peut-être un peu plus, mais donc il y a encore des démarches à faire à ce niveau. Et nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, quand on prend des décisions politiques, que le côté féminin soit pris en compte à chaque fois, quand on réaménage le territoire, plus d'éclairage. Le deuxième point que je trouve vraiment important, c'est la sécurité. Je pense que c'est aussi relié par rapport au fait d'être femme, qu'on ne se sent pas en sécurité à tout endroit. Et on n'a pas assez de policiers comme il faudrait, même si le gouvernement dit le contraire. Et plus de justice, évidemment, plus accès à la justice et humanisation de la justice et refinancement. Et le troisième point, je suis secrétaire international des jeunes CDH et alors plus d'Europe. Je pense que le gouvernement actuel a vraiment supprimé des consulats et des ambassades, 18 au niveau mondial. Et donc, moi, je pense qu'on devrait revoir cette place au niveau international, puisque quand on prend des décisions, on n'est pas un îlot. On fonctionne avec l'Europe, l'international, et ça a des impacts qu'on parle de climat, de commerce ou de terrorisme. On ne peut pas agir seul. Je pense qu'on doit agir au niveau européen et international. En gros, c'est ça. Merci. Il y a beaucoup de thèmes que nous allons aborder avec vous. Alors, monsieur Ahmed Elkanous, vous êtes 9e à la région de Bruxelles. Alors, vous avez un long parcours politique. Si vous pouvez un peu... pourquoi vous représentez et quels sont les thèmes que vous portez? D'abord, merci de m'avoir invité avec mes colistiers. Comme vous l'avez bien dit, je suis effectivement député sortant. Je termine ici ma 2e législature en tant que député. J'ai aussi été pendant 2 législatures échevin à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Et donc je me représente évidemment pour continuer mon combat sur le champ politique, pouvoir continuer à représenter la population qui me fait confiance depuis quelques années, pouvoir porter, je dirais, cette vision de la société qui est la nôtre, pouvoir essayer dans le cadre de notre action politique d'améliorer les choses dans différents domaines qui me tiennent à cœur. Mes champs d'intervention ont été ces dernières années l'emploi, l'économie, mais aussi l'environnement et toutes les questions qui touche l'intérieur, c'est-à-dire les services de proximité, les administrations, mais aussi la sécurité, comme l'a rappelé mon ami Alketa. Vraiment un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est la jeunesse et l'enseignement. Ce sont des matières dans lesquelles je m'investis depuis de très longues années, parce que je reste convaincu que pour former les adultes de demain, nous devons investir pleinement dans l'enseignement et le choix qui a été porté par le CDH de vouloir réformer, mais d'une manière, je dirais, révolutionnaire, l'enseignement au vu de toutes les critiques et des résultats qu'on peut constater par rapport à cet enseignement dual qu'on a du côté francophone. On voit à travers le nombre de décrochages scolaires, à travers les piètres résultats qui sont d'ailleurs rapportés dans toute une série d'études. Je pense ici à l'étude PISA, qui n'honore pas l'enseignement francophone et évidemment qu'il y a des conséquences très très graves sur la formation de nos enfants, mais aussi lorsqu'ils sont plus âgés, sur leur intégration sur le marché de l'emploi. Et ça nous met finalement face à nous une société qui est peu ou pas apaisée du tout, parce qu'on exclut un certain nombre de personnes. Et alors évidemment toutes les politiques liées au logement qui sont pour nous essentielles, qu'on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure avec plus de précision. Donc ce sont toutes ces choses qui font qu'une société apaisée doit faire en sorte que tout un chacun puisse trouver sa place à travers tous les matières que j'ai évoquées. Et cet engagement politique qui est le nôtre, c'est de faire en sorte qu'on se batte pour une société inclusive,
ouverte sur le monde, ouverte sur la diversité, avec le moins possible d'inégalité sociale, parce que c'est fondamental, et c'est, je dirais, l'essence même de mon engagement politique que j'espère pouvoir continuer au-delà de dimanche prochain. Merci beaucoup. Alors je vais me tourner vers Jean-Yves Kitantou, qui est 3e suppléant à la Chambre. Alors, Monsieur Kitantou, quels sont vos objectifs dans cette candidature? Quel message portez-vous? Parlez-nous un peu de vous-même pour que nos téléspectateurs vous découvrent. Alors, donc, comme vous l'avez dit, donc, moi je suis Jean-Yves Kitantou. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Vous donnez l'occasion de à la fois nous présenter, également présenter nos idées, nos priorités, les raisons de notre engagement. Ben, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai été très longtemps, enfin j'ai été en tout cas quelques années président des jeunes CDH, et puis j'ai eu l'occasion par la suite d'être, et je le suis toujours d'ailleurs, très actif sur le terrain molenbeekois. J'ai été conseiller communal sur la fin de la législature, enfin de la mandature passée avec Ahmed. Avec Ahmed El Kanouz, et également donc j'ai aussi l'occasion de collaborer avec le Parlement, puisque j'ai été pendant 2 ans son assistant parlementaire, et donc on a pu travailler sur des sujets assez importants, assez intéressants que j'ai envie de porter au niveau fédéral. Je m'explique. Il y a pour moi tout d'abord la question excusez-moi, il y a en ce qui me concerne en tout cas tout d'abord la question de l'accès des jeunes sur le marché de l'emploi. Ça a été dit tout à l'heure par M. El Kanouz, et c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que à Bruxelles, en tout cas, le chômage des jeunes est extrêmement élevé, et encore plus dans des communes comme à Molenbeek. Et une des solutions à cela, et je suis de plus en plus convaincu aujourd'hui, c'est à travers l'entrepreneuriat, parce qu'on a vu, et ça, M. El Kanouz ne nous contredira certainement pas, et notamment aussi grâce à son travail à la commune de Molenbeek, que entre 2012 et 2018, la commune de Molenbeek est celle où il y a eu où on a vu le plus de création d'entreprises, on a vu le plus de gens se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est effectivement quelque chose qu'il faut souligner, qu'il faut saluer. Mais c'est une réponse qui a été apportée à toute la problématique de la discrimination à l'embauche. Donc, d'un problème, beaucoup de jeunes et moins jeunes on en fait en tout cas une opportunité, et on permet comme ça de pouvoir participer pleinement à l'économie bruxelloise, et de pouvoir développer et créer leur propre entreprise et créer de l'emploi. Et donc c'est une thématique qui pour moi est assez fondamentale, et qui je pense on doit être pleinement encouragé par rapport au niveau fédéral. Et puis un autre point qui m'est aussi cher, c'est la question de l'environnement. J'y ai travaillé pendant 2 ans au sein du Parlement bruxellois, thématique sur laquelle la ministre Frémaux a fait un excellent travail. Mais moi je pense que la solution en matière environnementale pour améliorer la qualité de l'air et la qualité de vie de nos concitoyens se fait entre autres au niveau fédéral, mais encore plus au niveau européen, certainement. Et donc je pense en tout cas que si on peut faire en sorte que demain la Belgique puisse par exemple en finir avec les énergies fossiles d'ici 2030, comme ça a été envisagé par notre ministre, ce serait un avancement en tout cas très intéressant. Et donc voilà un peu quelques bribes d'idées qui m'animent dans cette campagne. Mais on aura certainement l'occasion. Très bien, l'environnement, l'entrepreneuriat. Effectivement, Molenbeek abrite le fameux Molengeek qui permet justement d'entreprendre sans diplôme spécialement qualifiant, et qui marche beaucoup. On a pensé à l'étendre dans d'autres communes comme Laken par exemple. Alors vous avez parlé de l'éducation. Alors, on discute beaucoup de ce fameux tronc commun. On dit que c'est prendre trop longtemps les enfants qui iraient dans d'autres formations qualifiantes, de perdre un peu leur temps. Ça, c'est beaucoup d'arguments qu'on reçoit. Alors sur le décret inscription, il y en a qui veulent carrément l'annuler, parce que finalement ça n'a rien résolu au niveau de l'objectif de mixité sociale. Ça, c'est disons des arguments. Alors qu'est-ce que vous, Ahmed El Kanouz, vous avez parlé beaucoup d'éducation et travaillé dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire contre ces arguments-là? Alors tout d'abord, le fameux décret inscription.
Devons-nous le maintenir? Devons-nous le modifier? Il serait peut-être intéressant de rappeler aux téléspectateurs, rappeler la genèse de ce décret inscription. Ce décret inscription qui a été initié à l'époque par le gouvernement PS-CDH, lorsque Maria Arena était ministre de l'enseignement. C'était aussi une volonté de pouvoir répondre à un grave problème de discrimination. Cette impossibilité à des jeunes, à des enfants qui habitent dans des quartiers populaires de pouvoir accéder à des écoles où il y a un enseignement de qualité. Et il y avait une véritable politique de discrimination qui était mise en place, qui évidemment qui était sournoise, mais qui, de par la sociologie des enfants qui composent l'école, on se rendait compte que certaines écoles qui se trouvaient à proximité de quartiers où il y avait 50-60% de personnes d'origine étrangère, vous aviez 1% d'élèves qui étaient d'origine étrangère. Donc là, il y a un vrai problème. Et il fallait prendre des mesures. Alors les mesures, elles ont été dans un premier temps radicales. On s'est retrouvé avec des longues files devant les écoles, ce qui évidemment agaçait les parents. Et je les comprenais à l'époque. Et je fus un de ceux qui défendaient une réforme de ce décret inscription sous la forme de l'époque, qu'il fallait l'améliorer. Et ce décret-là, aujourd'hui, on le connaît, il permet... Alors c'est vrai qu'il ne règle pas tous les problèmes de la mixité. C'est vrai qu'il y a encore des choses à aménager, par exemple le critère de distance qu'on retrouve dans ce décret. Pour moi, il faut le revoir et il est un facteur bloquant. D'autres vous diront que si on le libère, on va se retrouver avec d'autres types de problèmes. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je crois qu'il faut adapter à la réalité. Quand on voit par rapport à la masse des enfants qui arrivent à trouver une place dans les écoles, on voit qu'en fin de chaque année, lorsque tout le processus se termine, il reste à peu près 1500 enfants qui doivent trouver une place dans les écoles, et l'organe qui est chargé d'accompagner ces enfants pour pouvoir leur trouver une place dans les écoles se rend compte qu'il y a, par exemple, des inscriptions multiples des parents qui, par mesure de prudence, inscrivent leurs enfants dans 5, 6, 7, 8 écoles, ce qui, évidemment, ne donne pas la réalité avec précision. Il faut attendre que ça se décante pour qu'on sache combien de places il reste, mais ça plonge les parents, et je les comprends. J'ai moi-même vécu ce moment difficile. J'ai dû attendre 2 semaines après la rentrée scolaire avant de pouvoir inscrire ma fille dans une école où elle souhaitait faire son cursus scolaire. Et donc je comprends le désarroi des parents. Il y a une masse énorme d'enfants, un nombre important d'enfants qui trouvent de la place, mais il reste ces 1500 enfants à peu près à la fin de l'inscription qui est problématique, et il faut apporter des réponses pour que ça n'arrive plus. C'est pas normal que ça n'arrive plus. Mais maintenant, le problème il a été structurel pendant des années. Il faut savoir qu'on a... Alors qu'on a un bureau du plan, on n'a pas anticipé le boom démographique. On n'a pas anticipé, et c'est une responsabilité collective, les responsables politiques de notre région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas dit qu'il y a aujourd'hui des enfants qui sont en gardienne, qui demain devront être dans l'enseignement primaire. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles, on évite de construire des préfabriqués, et on a le même phénomène qui se déplace évidemment pour l'enseignement secondaire, et vous allez voir dans très peu de temps, on va parler de ces difficultés dans l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc il y a, je pense, un retard qui a été accumulé, et il est vrai que les responsables politiques aujourd'hui en charge de l'enseignement, c'est des gens de ma formation politique, ont pris à bras le corps ce problème, et ils ont essayé d'apporter avec toute leur expertise des solutions. Et je vous assure que, aussi bien pour le décret inscription, qui est un outil qui pour moi est indispensable pour lutter contre la discrimination, à l'embauche, à l'accès aux écoles de qualité, mais c'est lié, parce que quand vous êtes victime de discrimination dans l'enseignement, vous allez voir que quand vous êtes plus âgé, sur le marché de l'emploi, vous allez vivre ce même genre de difficultés. Et donc il faut apporter des réponses fortes, mais il y a aujourd'hui des choses qu'on peut améliorer dans ce décret. Moi, je ne crois pas qu'il faille le supprimer. Ceux qui disent qu'il faut le supprimer, c'est des gens qui, pour moi, vont avaliser la discrimination à l'accès à l'enseignement. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Il faut l'améliorer pour que tous les enfants puissent trouver leur école de leur choix. Et je pense qu'en faisant un effort collectif, on peut trouver une solution. Pour ce qui est du tronc commun. Alors, le tronc commun, il faut aussi rappeler qu'en arriver à ce pacte d'excellence, le tronc commun, c'est un des aspects du pacte d'excellence. C'est d'abord plus de 10 000 personnes qui ont été concertés. Ce sont des parents, des enseignants, des directions d'école, des académiciens, au niveau international, des gens qui ont une autre vision de l'enseignement et qui ont apporté leur expérience et leur richesse pour pouvoir nourrir ce projet qui est en réflexion pendant très longtemps. Et le fruit de cette réflexion a donné ce tronc commun qui, pour certains, va poser un problème parce qu'on estime qu'on va retarder l'accès à des formations plus qualifiantes, par exemple. Il faut savoir que ce tronc commun, il prévoit aussi des initiations aux métiers de la main, aux métiers techniques, etc. Ce tronc commun va pouvoir, je pense, permettre
à nos enfants, d'abord d'une manière tout à fait épanouie, de pouvoir apprendre d'une manière beaucoup plus sereine, avec un encadrement adapté, approprié, voir un peu quelle est l'orientation la plus optimale que l'enfant peut prendre, en lui permettant de prendre cette orientation et en restant épanoui, c'est très important, et aussi, surtout, éviter le décrochage scolaire. Et donc, dès la rentrée prochaine, dans les écoles qui vont connaître la mise en place du début de ce processus, il va y avoir un accompagnement individualisé. Et ça, c'est très important, parce que l'objectif de ce tronc commun, c'est quoi? C'est mieux former nos enfants, éviter au maximum le décrochage scolaire, parce qu'un des fléaux qu'on connaît aujourd'hui, et qui est lié à la criminalité juvénile, et qui est lié à la toxicomanie de nos jeunes, donc il y a des liens à faire avec tout ça, c'est le décrochage scolaire. Et donc si on arrive à avoir, je dirais, des résultats en amont pour que l'enfant ne décroche pas, ce serait une victoire. Et alors, il y a quand même aussi quelque chose d'essentiel, et qui est prévu dans le pacte d'excellence, c'est l'évaluation. C'est fondamental, cette capacité à pouvoir remettre en cause des décisions qui ont été prises, et ça se passe par des processus d'évaluation. Nous allons évaluer ce tronc commun et puis voir où on doit apporter les adaptations nécessaires. Qui évaluera ce sont évidemment des structures externes, c'est très important, mais qui se fera avec les personnes qui sont actives sur le terrain, les enseignants, le corps enseignant et les directions d'école, et évidemment les parents. Mais c'est très important, cette culture de l'évaluation pour moi est fondamentale, et pas que pour l'enseignement, pour aussi d'autres matières. On doit pouvoir avoir la capacité d'évaluer et se remettre en question. Si ça ne va pas, on adapte, on évolue, et si c'est impossible, on change. Je trouve que c'est important. Et au niveau de... Parce que on voit... Enfin, on voit ça n'a pas énormément changé au niveau des écoles. C'est-à-dire, bon, si on va dans certaines écoles, elles resteront toujours faibles, elles resteront toujours avec un haut pourcentage de personnes de milieux défavorisés. Et même chose dans les autres écoles. Comment aussi on revalorise un peu l'enseignant, la fonction de l'enseignant qui perd un peu de pied. On a quand même vu cette horrible vidéo qui a circulé d'une école à Laken où un professeur du professionnel se faisait littéralement frapper en classe par ses élèves. Comment, à ce moment-là, on promeut des carrières? L'enseignant a quand même toujours été celui qui apporte un peu les valeurs communes dans les campagnes et dans nos villes. Je dirais le rôle de l'enseignant. Enseigner, c'est un métier noble. Ce sont ceux qui construisent les fondements de nos sociétés. Ce sont ceux qui vont transmettre les valeurs, avec les parents évidemment, qui sont essentiels pour pouvoir, je dirais, être comme un poisson dans l'eau dans la société dans laquelle nous vivons, qui aspire à défendre des valeurs de vivre ensemble, de respect de l'autre, d'égalité homme-femme. Toutes ces valeurs-là, on les enseigne dans la famille, mais aussi et surtout à l'école. Parce que les enfants passent plus de temps à l'école ou dans le secteur associatif ou dans le milieu sportif qu'en famille. Hein. Si on divise une journée par 3, ils voient leurs parents parfois 4-5 heures par jour et tout le reste du temps c'est à l'extérieur. Donc c'est ces lieux où l'enfant évolue, où il prend je dirais, où il absorbe toutes ces valeurs doivent être valorisées. Et le premier endroit par excellence, c'est l'école. L'école, et c'est d'ailleurs c'est un des dysfonctionnements que moi je dénonce depuis. Je travaille comme éducateur pendant 1 an et demi dans une école d'enseignement secondaire. J'ai vu ô combien ces écoles qu'on appelait les écoles de relégation n'avaient peu ou pas d'intérêt aux yeux des responsables politiques à l'époque. Dans les années 80, les années 90, c'était une véritable catastrophe. C'était des lieux où on accueillait des enfants, on les hébergeait, alors qu'ils réussissent leur scolarité ou pas. C'était des statistiques, c'est des chiffres. À la fin, on disait qu'il y avait autant qui avaient réussi, autant qui avaient raté, et puis après, on ne cherchait pas à comprendre les causes, comment améliorer les choses. Et donc, il y a eu pendant des décennies un abandon du monde de l'enseignement. Pendant des décennies, il y a eu une politisation aussi, de nombreuses mesures aujourd'hui. Vous allez analyser tous les décrets qui ont été pris ces 40 dernières années, vous allez être halluciné par le nombre de décrets qui étaient des petits arrangements, des petits accords politiques pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, mais qui pénalisaient fortement les enseignants et les enfants qui subissaient cet enseignement qui était de piètre qualité. Et donc aujourd'hui, la volonté de pouvoir améliorer cet enseignement, ça passe par d'abord le contenu de ce qu'on transmet à nos enfants, la manière dont on transmet les choses, ça passe aussi par la valorisation du corps enseignant. Les enseignants qui font un métier noble, qui préparent les adultes de demain, doivent être payés correctement,
doit avoir des conditions de travail optimales, et ça passe par des choix politiques qui doivent être faits dès le début de la prochaine législature. Il y a d'ailleurs une volonté qu'on retrouve dans toute une série de partis de valoriser le corps enseignant au niveau salarial. On parle de prolonger la période de formation des enseignants. Cette prolongation ne peut pas s'envisager sans une valorisation, bien évidemment, et tout ça, évidemment, doit s'intégrer dans le cadre de ce pacte d'excellence, en tout cas pour l'enseignement primaire et secondaire, ce qu'on appelle l'enseignement obligatoire, pour permettre à nos enfants d'avoir la meilleure des formations possible. Merci beaucoup. Nous allons un peu bouger sur Alquetas et l'image pour le fédéral et un peu l'Europe, parce que vous avez un peu abordé l'Europe. J'étais quand même un peu surpris, surtout après la déclaration du président Macron d'hier, qui encensait un peu le rôle de la Belgique, de la Belgique au Conseil de l'Europe. On a vu aussi le siège permanent de la Belgique pendant cette législature. Enfin, la Belgique a même pris l'OSCE en présidence. Alors, si c'était vous, vous et votre parti, que faudrait-il changer justement à cette Belgique qui est quand même réputée internationalement pour son compromis, son sens du compromis, le fait que c'est un petit pays, il permet aussi une coordination des choses. Et donc, suite à vos remarques, j'aimerais bien un peu une clarification sur ça. Mais je pense que déjà, la Belgique, elle a cette réputation, et elle a toujours été comme ça. Et notre parti, on est vraiment des pro-européens et on défend ces positions. Moi, j'ai mis l'accent là-dessus justement, puisque je trouve que ces dernières années, la Belgique n'a pas été valorisée au niveau européen ou au niveau... soyons honnêtes, on était quand même dans un gouvernement qui ne défend pourtant, pas spécialement... Oui, Monsieur Macron et Monsieur Bettel du Luxembourg ont des avis Je suis d'accord, mais différents juste par rapport, par exemple, au pacte sur le climat, la Belgique a quand même montré des réticences claires par rapport à un pacte où il y avait quand même la plupart des pays européens défendaient. Et ça, pour nous, c'est vraiment un pas en arrière. Et par rapport, comme je disais aussi, la diplomatie a quand même un rôle important, parce que c'est ça qui crée aussi des ponts, et supprimer 18 ambassades et consulats à travers le monde, je trouve que quand même c'est pas un signal positif pour la Belgique. Surtout que justement c'est à travers cette diplomatie qu'on permet d'avoir déjà pas que des accords commerciaux, c'est aussi par rapport à une meilleure collaboration, par rapport à la qualité de vie, par rapport à un vivre ensemble, une solidarité entre les pays. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, je voudrais, et le parti défend ça, c'est que la Belgique continue à défendre ses valeurs européennes et sa place au niveau international. Oui. Et donc, une autre question pour enchaîner au niveau plus fédéral, parce que bon, vous avez parlé de certains problèmes au niveau de l'environnement, et c'est vrai qu'on voit quand même un peu une séparation un peu du pays en deux. D'un côté, il y a le côté francophone qui est beaucoup plus pour l'environnement. On voit la percée et d'écolo, beaucoup plus enclin à gauche, à une justice sociale, comme vous avez. Et puis, d'un autre côté, on a le nord du pays qui freine un peu, qui est plus à droite, qui est plus pour une politique plus libérale, entre guillemets, pour préciser. Alors, demain, vous êtes au fédéral, on sait qu'en Belgique, il y a toujours 2 tours, donc on va devoir quand même un peu se réconcilier entre les factions, même si on voit que les derniers jours de la campagne ont été un peu tendus, et à mon avis, ça va encore continuer. Vous dites c'est toujours comme ça, justement, après, qu'est-ce qu'on fait? Après les grands slogans, on s'assied à table, qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier un peu justement ces valeurs, ces deux parties du pays qui se séparent un peu de plus en plus. On voit la réponse de la NVA à un gouvernement qui les exclurait ou qui serait ça serait le confédéralisme. Donc on va de plus en plus loin. L'Europe est un peu dans le même état, malheureusement. Et déjà par rapport à la question du climat, quand on voyait par rapport aux manifestations des jeunes et même aux manifestations pour le climat, on montre qu'il y a vraiment on voit qu'il y a vraiment une volonté des citoyens de faire attention et de prendre cela en considération.
Et ça a été vu aussi du côté flamand par rapport à des jeunes. Ils se sont aussi mobilisés. Bon, voilà, après, le gouvernement a des points de vue différents, mais ça montre qu'il y a une volonté quand même, en tout cas du parti, du côté francophone, vraiment d'agir là-dessus. Je pense qu'on est tous conscients. Après, par rapport à la deuxième question qui dit plutôt, oui, moi je pense que nous, notre président aussi est précisé par rapport à la NVA, en fait, c'est parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on peut gouverner avec NVA, la NVA je pense que même le CVD, je pense que le souhait de chacun, c'est qu'il soit contournable. T'es un peu frileux sur... La question, c'est que, déjà par rapport à la gouvernance avec NVA, la question, l'espérance, c'est vraiment, on espère que la NVA soit contournable, qu'on a, après, je pense que nous, en tout cas, on va pas changer nos valeurs pour monter au pouvoir, Ça c'est sûr. Oui, monsieur Elkanous, je voulais passer à notre dernier puis revenir, mais insiste par rapport à justement à une éventuelle collaboration avec le plus grand parti de Flandre, la NVA est le premier parti en Flandre. Mais je rappelle quand même que c'est un parti nationaliste qui a en son sein des personnes qui viennent de formations d'extrême droite, qui défendent une certaine vision de la société qui est diamétralement opposée à la nôtre, à celle de ma formation politique, mais aussi à toute une série de partis démocratiques du côté francophone et néerlandophone. Et c'est un parti qui a dirigé le pays avec le MR, qui a posé et qui a fait énormément de tort, qui a posé des actes et qui a fait énormément de tort, non seulement au vivre ensemble en Belgique, mais aussi à l'image de la Belgique à l'étranger. Alors je vais peut-être rafraîchir la mémoire. Un ministre de l'Intérieur, NVA, qui au lendemain des attentats prétend que les musulmans ont dansé. Un ministre de l'immigration, Theo Franken, qui passe son temps à diaboliser des communautés, à stigmatiser les migrants, qui passe son temps à faire des déclarations puantes à longueur d'année, alors qu'il oublie qu'il doit être, dans sa fonction, asexué politiquement et être le ministre ou secrétaire d'État de tous les citoyens belges. Et ces gens-là, pouvoir collaborer avec eux, avec cette vision, parfois même, je peux le dire, qui est fascisante de la société, est compliqué pour des partis démocrates, et pour le nôtre en l'occurrence. C'est très difficile de travailler avec des gens qui ont lancé le plan Canal, qui stigmatisent les musulmans. On a vécu des choses comme on ne l'a jamais vécu dans ce pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après les attentats, on a lancé le plan Canal avec les opérations Belfi, on a contrôlé toutes les associations musulmanes, les mosquées, on est sorti de là avec des listes d'enfants qui fréquentent les écoles arabes. Je ne sais pas si on se rend compte, ça s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs, ce genre de pratique. C'est quelque chose qui est hallucinant. Il y avait d'abord très très peu de réactions du monde démocratique. Il a fallu qu'on se mobilise pour mettre fin à ce genre de pratique vraiment qui est inacceptable. Et c'est à l'initiative de la NVA, avec la complexité des partenaires du gouvernement fédéral. Vous venez collaborer avec des gens comme ça, vous comprendrez que c'est compliqué. Justement, monsieur Elkanous, vous venez de Molenbeek. Qu'est-ce qui aurait dû changer? Il faut contextualiser bien sûr. Un peu. Jean-Pierre Martin de RTL a sorti son livre Molenbeek sur djihad, donc qui était devenu quand même un peu la capitale. Ça c'est le fantasme de Jean-Pierre Martin. C'est ce qu'on entend. Oui, mais Jean-Pierre Martin, il est toujours dans... Il était présent en Syrie et dans... J'ai aussi été à la frontière syrienne. Et en Irak aussi, puis on ne peut pas nier que tant M. Nemouche qui vient de se faire condamné, mais surtout ceux des attentats de Paris et de Bruxelles sont nés ici, ont été éduqués dans les valeurs, je comprends vos questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je comprends qu'on peut critiquer le plan Canal, mais qu'est-ce qu'un pays ferait? Est-ce que c'est une partie de la population, et les musulmans en l'occurrence, qui doivent payer l'incurie de l'État? Est-ce que c'est les musulmans qu'on a pointés du doigt, qui n'ont rien à voir avec ces criminels, ces assassins, ces terroristes qui ont posé les actes qu'on connaît, qui doivent payer les conséquences de contrôles ignobles qui ont eu lieu? Vous savez, il y a eu des familles entières qui ont été traumatisées, des associations qui ont à un moment donné même voulu fermer, et des gens qui pensaient même quitter la Belgique quand il y a eu cette répression qui a été menée et qui ciblait une communauté. Mais évidemment qu'on est tous d'accord qu'il faut lutter avec force contre ces ennemis de la vie, ces ennemis
de la société, ces ennemis de la liberté. On est tous d'accord et on aurait dû faire un travail pour éviter d'abord que ça arrive, parce que tous les pays qui ont été frappés par ce terrorisme n'étaient pas prêts. Il y a eu un déficit de travail de renseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai travaillé vraiment sur ces dossiers-là. Il y a eu des erreurs qui sont de la responsabilité de l'État. Et les erreurs de l'État, on ne veut pas payer la population, et une population en particulier, et on ne cible pas la population musulmane. Il fallait prendre des mesures, il fallait sécuriser... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ici, à Al-Mouatin, Monsieur Larsen Hamouche, qui est directeur de Al-Mouatin, a fortement combattu et sorti dans la presse, hors de la station ici, sur ceux qui allaient reprendre la mosquée principale, qui venait justement des mouvances qu'on critique, qui sont à l'origine, qui sont des mouvances politiques, et vous avez tout à fait raison. Attention au raccourci. Qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il y a quand même un danger. Il faut être prudent, parce qu'il y a une pensée dominante qui s'installe, qui veut faire des liens entre des mouvements islamiques, qui n'enfreignent aucune loi. Alors on les aime ou on les aime pas, ça c'est le droit de chacun. Et puis ceux qui promeuvent ou qui défendent une vision archaïque, une vision d'une société fermée et qui utilisent la violence comme les terroristes qu'on a connus par exemple. Ça c'est deux choses différentes. Nous sommes dans un pays où il y a un cadre légal. La loi doit être appliquée de la même manière à tout le monde. Lorsque nous avons des personnes qui enfreignent par le discours, qui diffusent des discours de haine, ou qui essaient de monter les communautés les unes contre les autres, ou qui passent à l'acte, évidemment, l'État, la justice, doit montrer toute sa fermeté pour mettre fin à ce genre de choses. Il est clair qu'on ne peut plus, il fut un temps où effectivement il y avait des gens qui avaient pignon sur rue, qui se permettaient de diffuser des discours de haine, de monter les communautés les unes contre les autres, et c'est pas le monopole des musulmans, hein. On retrouve ça dans toute une série de communautés ou même de groupes idéologiques, je pense à l'extrême droite bien évidemment. Et donc il faut sanctionner avec fermeté tous ceux qui sèment la zizanie dans notre société, que ce soit clair, et encore beaucoup plus fortement ceux qui sont amenés à faire la promotion de la violence, bien évidemment. Mais moi je dis simplement... Qu'est-ce que vous dites alors au parti? Parce qu'on a parlé pendant ces élections, il y a eu plusieurs candidats qui sont représentants d'une mouvance extrémiste et anti de nos valeurs, qui sont dedans. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent les condamner? Ils doivent les mettre au banc? Moi je suis un légaliste. On fait la même chose pour l'extrême droite. On fait le cordon. Moi je suis un légaliste. On devrait faire des cordons sanitaires. Moi je suis un légaliste dans l'âme. Moi ce qui doit primer pour moi, c'est la loi. Si des personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur taille, quel que soit leur poids, je caricature un peu, qui enfreignent la loi, il faut que la loi soit appliquée à la lettre. Point. Moi, je ne rentre pas dans des exclusives ou des stigmatisations, où ceux-ci font partie de telle ou telle mouvance. Moi, je pars du principe que nous sommes un pays de droit. Il y a des services qui sont spécialisés et qui s'occupent de pouvoir traiter ce genre d'affaires. Et si des personnes enfreignent ces règles-là, il faut réagir immédiatement, et pas comme on a fait à l'époque, avec des mouvements qui diffusaient des messages de haine, je pense à Sharia for Belgium, etc., et qu'on a laissé se répandre, vraiment répandre leur venin et toucher une partie de notre jeunesse, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. C'est des départs en Syrie, et c'est des gens parmi eux qui ont été impliqués dans ce qu'il y a de plus odieux, les attentats à Bruxelles et à Paris. Je vais me tourner quand même vers notre jeune candidat, Jean-Yves. Il commence à s'endormir. Vous avez parlé, principalement, vous avez parlé de l'environnement. Alors là, on a en réponse aux jeunes qui étaient dans la rue, on a pris un texte fait par quelques experts qui a finalement échoué au vote. Alors, dans la prochaine législature, comment allons-nous faire une loi climat peut-être un peu plus inclusive de la population Moi, je pense que faut un peu reprendre c'était vraiment à la va-vite. On avait l'impression, oui, il y a une urgence. On est en gouvernement. Qui n'est même pas en affaires courantes. En affaires courantes, oui, c'est ça, exactement. Vite, on fait ça, on essaye d'unir un peu tout le monde. C'est un peu la panique à bord.
donc dans la prochaine législation pour éviter ce genre de... Il fallait, par rapport à la loi climat, il fallait voir le contexte. C'est-à-dire qu'il y a, et c'était dit tout à l'heure par Alketa, c'est qu'il y a en tout cas principalement un gouvernement dans ce... un parti dans ce gouvernement, pardon, qui est assez réfractaire par rapport à toute évolution et à toute ambition en matière de climat, c'est la NVA. Et donc, effectivement, dans le contexte où... elle avait quitté, d'ailleurs. Voilà, donc dans ce contexte-là, de toute façon, ce genre de loi se serait difficilement passé. Parce que j'en veux pour anecdote... lorsque j'étais collaborateur au Parlement, il avait été initié un dialogue interparlementaire sur le climat et l'ambition était de pouvoir avoir une résolution qui était signée par l'ensemble des assemblées du pays pour justement faire une déclaration d'intention assez forte et marquer une réelle ambition en matière de climat. Je vous le donne en mille, qui a bloqué pendant très longtemps, ça a été le Parlement flamand. Et pourquoi? Parce que la NVA y était majoritaire. Et donc voilà, c'est un fait. On a quand même pu aboutir à quelque chose, mais c'était très compliqué. Et donc voilà, donc il y a en tout cas une volonté au sein de ce parti de ne pas avancer sur ces questions-là parce que ce n'est pas une priorité pour eux. Et donc c'est quelque part un petit peu ce qui arrive aussi avec la loi climat qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Et je trouve que c'est un rendez-vous manqué parce que ça aurait pu être justement une des réponses de pouvoir à un moment donné donner un signal fort à l'ensemble de ces jeunes qui s'engageaient, qui étaient dans les rues, qui voulaient entendre leur faire aussi voix. Participer ces jeunes dans une participation un peu citoyenne. Oui, effectivement, mais après, comme vous l'avez dit, le timing était très court. On était en affaires courantes, à quelques mois d'une élection, c'était très compliqué de lancer un processus participatif. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait très bien être lancé pour la prochaine législature et véritablement fédérer une ambition sur ça. Et pour pouvoir y arriver, il n'y a rien à faire. Il faut aussi pouvoir avoir une majorité qui est consciente de ça. Pour qui, en tout cas, l'urgence climatique est réelle. Et ça, malheureusement, on ne pourra y arriver qu'avec des partis qui portent en tout cas ces questions-là. En tout cas, nous, au CDH, on porte ces questions depuis très, très, très longtemps. Je me souviens que quand j'ai commencé à m'engager en politique, à l'époque, Benoît Ludgen était ministre de l'Environnement et il avait déjà, à ce moment-là, un excellent bilan. Il était ministre wallon de l'Environnement. Et puis, on a gardé les matières environnementales lors de cette législature-ci, que ce soit en Wallonie ou que ce soit à Bruxelles. Et c'est pareil, les avancées sont là et sont réelles. Et donc voilà, donc nous en tout cas au CDH, on a une véritable conscience, environnementale. Mais en tout cas, il faut à un moment donné qu'il puisse y avoir des partenaires aussi qui soient véritablement porteurs d'une ambition en matière climatique. Alors, Alketa Selimaj, vous avez parlé de la place de la femme dans l'urbain, c'est vrai qu'il y a eu énormément de cas d'harcèlement. On a encore lu dans le journal ces derniers jours cette terrible affaire avec ces jeunes, quand même 13-14 ans. Enfin, est-ce que la secrétaire d'État justement à la région aux droits de la femme et à l'égalité a sorti aussi une application? Est-ce que quand on fait cette fameuse Smart Cities, on en parle beaucoup, comment vous voyez la place de la femme? Qu'est-ce qu'il faudrait plus? Vous avez parlé de la sécurité des femmes au métro, les lumières, si vous pouvez un peu développer. Oui, déjà je pense qu'on est moins complexé suite à l'affaire MeToo. Je pense que les femmes, elles ont commencé à plus s'exprimer quand elles se sentaient, je pense qu'il y a 9 femmes sur 10 ici à Bruxelles qui se sentent discriminées ou harcelées en rue, ou que ce soit en rue ou dans les moyens de transport. Donc c'est quand même 9 femmes sur 10, donc, qui est énorme. Et en fait, par exemple, nous, ce qu'on propose par rapport à cela, c'est parfois de mettre justement en place des applications, mais ça existe déjà dans d'autres pays. Par exemple, Vienne est une des capitales vraiment qui prend en compte l'aspect genré dans toutes ces politiques, dans l'aménagement du territoire. Et pour prendre parfois un exemple, ils appellent ça les street eyes. C'est par exemple quand on crée de nouveaux logements, on fait en sorte que tous les salons soient du côté de la rue parce que ça crée de la lumière et donc les rues sont plus éclairées. C'est peut-être un exemple comme ça, mais ça montre quand même qu'il y a...
ça montre qu'on fait attention au côté genré. Et il y a d'autres applications, par exemple, quand on va dans un quartier ou dans des rues, on peut, anonymement, on peut juste s'identifier, hein, il y a et alors dire que, par exemple, il manque un éclairage ou il y a un sentiment d'insécurité dans ces quartiers. Et alors, le quartier est vu par des experts, il y a des experts qui travaillent, par exemple, au sein de l'administration, qui regardent, ah oui, en fait, il manque peut-être juste parfois, par exemple, juste la saleté crée un sentiment d'insécurité. Donc la saleté ou la lumière, et alors plus des campagnes de sensibilisation. Je trouve que c'est aussi important. Et c'est l'éducation. Voilà. Et j'en arrivais à l'éducation parce qu'en fait, c'est déjà dans les bancs d'école qu'on apprend cette discrimination envers les femmes. Donc si déjà dans les bancs de l'école on apprend aux étudiants, aux élèves qu'en fait il faut respecter l'épanouissement de chacun, le respect de la femme, et bien, il y a déjà le grand travail qui est réalisé à ce niveau-là, au-delà des mesures par après. Et au niveau des autres sujets d'égalité, de gouvernement paritaire, comme il se fait dans d'autres pays, oui, est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en avant dans le prochain gouvernement? Même pas paritaire, moi je suis on pourrait avoir plus de femmes dans un gouvernement. Ou plus de femmes comme en Espagne d'ailleurs. Non, mais en Espagne, le dernier oui, déjà, je pense qu'on a déjà fait, en Belgique, on respecte déjà la règle de 50-50 déjà pour les présentations des listes. Je pense qu'on est un des partis où on a eu le plus de femmes ministres, on a plus de femmes tête de liste, donc du coup, je suis très à l'aise. Premier ministre femme, on n'a pas encore eu de ministre-président femme. On a une autre ministre de l'Intérieur femme, c'est pas mal. Donc voilà, je pense que... Mais par contre, quand on arrive dans l'exécutif, où c'est vraiment là où il y a le pouvoir, il y a effectivement moins de femmes. Et je trouve qu'il y a encore un travail à faire là-dessus, ça c'est certain. Ben, je vais me tourner sur ce sujet parce que bon, ça touche un peu la justice et l'état un peu dans lequel la justice se trouve, suivant les dernières constatations, ce qui touche aussi le côté, puisqu'on dit que plusieurs personnes qui ont été accusées, condamnées pour viol ne purgent même pas leur peine dû au manque d'argent, d'effectifs. Alors Jean-Yves Quitantou, comme vous êtes candidat à la Chambre, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il faudrait plus de magistrats, il faudrait plus d'argent, il faudrait un changement plus de processus. Comment ça se passe? Moi, je pense qu'il faut avoir je pense qu'il faut véritablement avoir une vision globale en matière de politique de justice, mais surtout se rendre compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, la situation de la justice est catastrophique. Elle est véritablement catastrophique. C'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de moyens criant. Et si on ne veut pas l'entendre, on prend véritablement le risque que notre démocratie devienne défaillante à terme. Et c'est véritablement ça qu'on doit à un moment donné se rendre compte. Et donc lorsque les magistrats s'expriment de manière aussi forte avec une telle conviction et qu'ils exposent ce sont de véritables cris par rapport à la situation de la justice aujourd'hui, je pense qu'on a l'obligation en tout cas de devoir répondre et de pouvoir et que dans les prochaines négociations et que dans le prochain budget au niveau fédéral, que l'on puisse très clairement refinancer la justice. Pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être négociable à un moment donné. Donc voilà, parce que dans le système dans lequel on fonctionne, la justice a un rôle central, un rôle fondamental. Et la capacité de pouvoir rendre justice, et aussi de pouvoir rendre justice à temps, est un facteur structurant de notre société. Et si on perd cet équilibre-là, je crains que malheureusement... Et au niveau des peines, parce que la majorité des condamnés ne sert que 2 tiers de sa peine, ne fait que 2 tiers de sa peine. Et pour certaines infractions, on parle de pédophilie, mais aussi de viol et tout ça, ça ne fait que de la récidive, d'une certaine manière, ça encourage un peu la récidive. Est-ce qu'on devrait être un peu plus regardant aussi sur ces choses-là? Mais vous parlez de récidive. Mais moi, il y a une question que je me pose toujours, c'est que est-ce que le fait, parce que ça questionne le rôle de la prison et le rôle de l'enfermement, c'est est-ce que le fait d'aller en prison fait en sorte que la personne qui ressort de là sort meilleure? Très souvent non. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique le taux important de récidive. C'est qu'il y a tout un travail en fait qui doit être fait dans les prisons qui n'est pas fait.
on ne prépare pas les gens qui vont en prison à la sortie. C'est quelque chose qui n'est pas préparé. Et j'en veux pour preuve que j'en parlais il y a quelques jours avec une candidate qui a beaucoup travaillé dans les IPPJ, et elle me dit la même chose. Elle me dit exactement la même chose, et c'est limite le contraire. C'est que si on prend le phénomène des IPPJ par exemple, très souvent en fait les jeunes qui y vont parfois pour les délits mineurs en ressortent en fait en ayant appris les codes du banditisme parfois, etc. Et en limite ça devient un peu une école. On l'a vu avec les apprentis terroristes. Oui par exemple. Et donc voilà, donc votre question est extrêmement importante, parce que je pense qu'au-delà il ne faut pas juste penser la sanction. Effectivement, il faut pouvoir penser la sanction, et les crimes graves doivent être sévèrement punis, et je pense qu'il ne faut pas il faut pas tergiverser là-dessus. C'est clair et net. Les crimes graves doivent être punis, mais on doit aussi penser que la personne que l'on met en prison que l'on condamne pour X nombre d'années, le fait qu'on dise qu'elle est condamnée pour 10 ans par exemple, ça veut dire qu'on considère que dans 10 ans la personne est apte à sortir. Et donc, on doit mettre en place les conditions pour que ça puisse se passer. Et donc, ça passe par un meilleur accompagnement de ces personnes qui sont dans les prisons. Ça passe également par plus de formation, peut-être pour pouvoir se réinsérer sur le marché de l'emploi, et tout ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'on doit véritablement développer beaucoup plus cette vision de la prison. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, je pense que si je ne me trompe pas, c'est aux Pays-Bas qu'ils ont fermé la dernière prison, parce qu'ils disaient que les prisons sont tellement vides aujourd'hui qu'ils n'en ont pratiquement plus besoin. Et moi je pense qu'en tout cas ma société idéale, c'est une société qui arrive à demain punir ceux qui doivent être punis, et pouvoir préparer en tout cas leur retour dans la société normale. Bon, il y a certains cas comme certains pédophiles où oui, bien sûr. La prison est aussi pour bien sûr. Protéger la société. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, je pense que les crimes graves on ne doit pas être laxiste sur ça. Je veux dire, on doit être ferme et pouvoir dire, ok, une personne qui est coupable d'actes de pédophilie ou de meurtre ou de terrorisme ou autre, il n'y a pas il n'y a pas de laxisme à avoir. La peine doit être ferme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit aussi pouvoir penser, pour ceux qui sont appelés à ressortir, on doit aussi pouvoir penser à leur réinsertion dans la société. Parce qu'on travaillerait alors à ce moment-là à une diminution du nombre de récidives. Et donc, s'il y a moins de récidives, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui retournent en prison. Et donc, s'il y a moins de personnes qui retournent en prison, il y a plus de place pour ceux qui doivent rester beaucoup plus longtemps en prison. C'est ça mon raisonnement. Peut-être Non, juste, on dit toujours en fait vérifier l'état de prison d'un pays pour regarder le degré de démocratie. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut voir aussi les places, la situation, tout ce qui est fait en prison. Et ça montre un peu le regard sur la démocratie, comment un pays fonctionne. Tout à fait. Mais on arrive malheureusement à la fin de notre émission. Donc ici vous êtes chez Al-Mouatine qui veut dire le citoyen en arabe, qui a été créé justement pour reconstruire un peu ce vivre ensemble. Derrière vous avez des beaux mots comme partage, liberté, solidarité, paix. Alors l'un après l'autre, en guise de conclusion, on a un peu abordé ces problématiques de vivre ensemble, après un vivre ensemble assez malmené. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on va répondre demain à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour lutter? On parle beaucoup d'un antisémitisme chez les jeunes qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, ce genre de choses-là, peut-être, monsieur Ahmed El-Kanous, au niveau de la région bruxelloise, qu'est-ce que... Je vais vous parler d'expériences que je mène moi-même depuis de très longues années, justement pour casser ces clichés et faire en sorte d'immuniser notre jeunesse par rapport aux tentations justement qu'on pourrait rencontrer soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers certains médias ou à travers simplement le fait qu'on soit ignorant, qu'on ne connaisse pas l'autre et qu'on a plein de préjugés de part et d'autre, que ce soit par rapport à l'antisémitisme, que ce soit par rapport aux autres composants de la société. Vous savez, moi j'ai mené quelques expériences basées sur, d'un côté, cette chose qui me tient à cœur, c'est je dirais les relations nord-sud entre les pays du nord et les pays du sud, cette solidarité qui doit être la nôtre pour
pouvoir d'abord construire des ponts et aussi soutenir les personnes qui en ont besoin. Moi, j'ai développé des projets au Sénégal avec différentes associations. Et il y en a un, par exemple, qui à mes yeux est extraordinaire. Nous avons, avec les jeunes de Molenbeek et des personnes pensionnées en Flandre, construit une école qui accueille aujourd'hui 800 élèves dans la ville de Mbourg. C'est des financements qui ont été, je dirais, trouvés par nos jeunes qui ont fait plein d'activités et les personnes âgées qui ont de leur côté, dans leur ville natale, organisé toute une série d'activités. Et lorsqu'on va au Sénégal avec ces jeunes pour travailler sur ce qu'on appelle les chantiers solidaires, je leur fais rencontrer des réalités qui les épatent, qui les étonnent et qui montrent que finalement on est aussi différents sur le plan religieux qu'on peut l'être, on a un destin commun. Et c'est extraordinaire parce que le Sénégal pour moi est un exemple que j'aime bien mettre en avant. Quand j'arrive avec les jeunes travailler sur les chantiers solidaires, ils arrivent d'abord sur le chantier et ils travaillent en même temps avec des jeunes qui sont majoritairement musulmans mais aussi chrétiens et animistes. Ils font en sorte que les enfants qui vont venir, qui sont aussi issus de ces trois communautés, puissent avoir un cadre agréable pour étudier. Ils rencontrent des coopératives de femmes que nous avons soutenues, et ces femmes, elles sont aussi composées de toutes ces composants de la société, musulmanes, chrétiennes et animistes, vous disent à l'unisson, notre ennemi commun, c'est pas ma voisine qui est chrétienne, c'est pas ma voisine qui est animiste, c'est la misère. Et quand des jeunes voient ça, ça les fait travailler, ça les fait réfléchir. Mais on crée du dialogue, évidemment, et des discussions et des débats qui sont vraiment très profonds. Et puis quand je leur dis la réalité du Sénégal, je leur dis, est-ce que vous connaissez le premier président qui a dirigé le Sénégal, le président Senghor? Est-ce que vous connaissez sa nationalité? Oui, c'est un chrétien. Est-ce que vous savez que quand vous prenez le calendrier national, officiel, vous avez les jours pour les fêtes musulmanes, vous avez les jours pour les fêtes chrétiennes. Et je pense l'un ou l'autre jour pour les fêtes animistes. Ça, c'est un exemple, je dirais, de respect de la diversité qui est vraiment extrêmement fort, qui impacte les jeunes et qui, je pense, jusqu'à la fin de leur jour, les marque. Et aujourd'hui, ces jeunes, vous pouvez venir leur tenir des propos ou des discours antisémites ou des discours... C'est des jeunes qui sont ouverts sur le monde et qui ont cet esprit critique pour pouvoir faire la nuance. Par exemple, le fait qu'on stigmatise et qu'on verse dans l'antisémitisme primaire sans qu'on connaisse les tenants, les aboutissants du conflit israélo-palestinien et qu'on ne prend pas la peine de reculer et de faire une analyse, je dirais... Ne devrions-nous ou pas tous, tout simplement, ne pas importer ces conflits qui n'ont rien à voir avec... non, moi je pense qu'on a un devoir... Non, moi je suis très critique, par exemple, par rapport à l'État d'Israël, par rapport à la politique. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu sur place pour signer un accord de partenariat entre Molenbeek et la ville de Jenin. Mais j'ai des amis, Kishka, qui est un très bon ami à moi, je n'accepterai pas l'antisémitisme. C'est quelque chose pour moi qui me donne envie de vomir et qui est inacceptable. On doit faire la différence entre des politiques qui sont menées et qu'on retrouve encore à l'exposant 1000 dans les pays arabes en matière de répression, etc. Et donc moi je veux qu'on soit dans la nuance. Mais la critique, elle est légitime, mais on doit faire attention de ne pas se faire manipuler, se faire instrumentaliser et évidemment basculer vers des choses qu'on condamne quand ça nous concerne. Je parle ici de l'islamophobie. Pour moi, je mets sur le même pied d'égalité l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme, la négrophobie ou que sais-je, en sachant évidemment qu'il y a une réalité historique qui est beaucoup plus criante suite au génocide qu'on a connu durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est évidemment quelque chose qui nous marque tous. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on doit absolument faire, c'est apprendre à nos jeunes. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette série que je regarde sur l'avènement de Staline. Dans la même qualité, il y a toute l'histoire de l'avènement d'Hitler. Ce sont des reportages pour moi qui sont extrêmement forts, qu'il faut utiliser de manière pédagogique avec notre jeunesse pour les sensibiliser à la réalité de ce que peut devenir l'être humain dans son côté le plus pire. Et donc aujourd'hui, ça passe, et ça a été dit aussi par rapport au problème de non-respect des femmes, par l'éducation, créer des ponts entre les communautés. J'ai par exemple travaillé il y a quelques années sur un rapprochement entre une école du réseau de la Fédération de Bruxelles et une école juive. C'est très important que les jeunes se rencontrent. Aujourd'hui, il y a des murs entre ces jeunes. Si ces jeunes se rencontrent et participent à des projets solidaires, par exemple, ensemble, vous allez voir que les ponts seront renforcés et les murs ne pourront plus s'ériger entre ces communautés-là. Sur ces belles paroles, je vais me tourner rapidement vers Alketa Selimaj pour la même question
Oui, prendre une mais minute, je le peut-être, rejoins complètement. Et voilà, je pense que déjà, déjà dans le plus jeune âge, dans la formation, il faut sensibiliser à la lutte contre toute discrimination. Je pense que, voilà, et on défend cela au sein du CDH tout éclairement. Et en fait, moi, si je vais juste dire un truc, on dit souvent vivre ensemble, mais moi, je pense qu'on vit déjà ensemble. Le problème, c'est qu'on ne construit pas ensemble. Et c'est en construisant ensemble autour de projets, comme avec l'échange de jeunes par rapport, ils ont fait un voyage, par exemple, Palestine, Israël, ils ont vu d'autres réalités, ils ont construit ensemble, pendant des mois, ils ont préparé. Et donc là, vraiment, ça leur permet de voir, en fait, la réalité de chacun, comment chacun perçoit la chose. Et voilà, c'est vraiment des projets où on construit ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il faudra... Construire ensemble pour vous. Et pour Jean-Yves Kitentou, le mot de la fin. Très rapidement, c'est une question qui est extrêmement importante et qui en fait est la base même de mon engagement politique. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une toile de fond. C'est que moi, je pense que la première chose, c'est que on ne remarque la différence que quand on la pointe, que quand on la montre. Quand nous sommes, je me suis toujours posé la question. Je me suis toujours dit que quand j'étais plus jeune, je me voyais pas noir ni blanc ni machin. C'est-à-dire, on avait des amis de toutes les couleurs, machin, et on jouait. Ce n'est qu'à partir du moment où la société te dit que tu es noir, tu es musulman, tu es ceci, tu es cela, que les murs commencent à se créer. Et donc, moi, je pense que la première des responsabilités par rapport à cette question-là, c'est le discours ambiant, que ce soit le discours des médias, des personnalités politiques, de toutes celles qui ont ce que moi j'appelle le pouvoir du micro. C'est qu'il y a cette nécessité à un moment donné, non pas de pointer la différence qu'il y a entre les gens, mais de montrer plutôt ce qui les unit, ce qui fait qu'ils peuvent être ensemble, et ce qui fait qu'ils construisent quelque chose ensemble, comme ça dit par Alketa. Et deuxième exemple, et j'en terminerai là, c'est que pour moi j'ai très longtemps joué au football, j'ai très longtemps joué au sport, j'ai très longtemps fait du sport, et il y a une chose que l'on remarque dans la plupart des clubs de foot, c'est qu'en fait, c'est des gens qui viennent de tout milieu, c'est des gens qui viennent de toute culture. C'est un mélange, que ce soit social, culturel, il y a de tout. Le fameux black blamber de la... Exactement, mais ce sont des personnes elles montent sur le terrain et jouent ensemble, elles s'entraident, et on ne voit pas ces différences-là quand elles sont sur le terrain de foot. Donc moi, je pense qu'il faut, changer le discours, et deux, véritablement donner une place à tout un chacun, comme dans une équipe de foot. Un grand merci. Merci pour votre invitation. À mes invités, et un grand merci à nos téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Voix de fait spécial élection 2019. Au revoir.